Spécial Johnny Hallyday ce matin, exceptionnel, parce qu'il y a ce moment exceptionnel aujourd'hui. La justice ouvre les dossiers, en quelque sorte. Benjamin Locoge, rédacteur en chef adjoint du service culture de Paris Match, est avec nous. Bonjour. Ainsi que Jean-Christophe Alquier, président d'Alquier Communication, agence de conseil en communication. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Benjamin Locoge, vous connaissez bien la famille Hallyday, enfin la famille Hallyday. La famille bien désunie aujourd'hui, Benjamin. Oui, le 6 décembre, ils étaient tous ensemble. Le 9 décembre, ils marchaient ensemble auprès du défunt. Oui. Et 3 mois plus tard, c'est la guerre nucléaire. Oui. Et tout s'est délité, séparé après la cérémonie funèbre de Saint-Barth. Absolument. Après Saint-Barth, plus de contact. Après Saint-Barth, David et Laura sont rentrés de leur côté. Et le contact suivant qu'ils ont avec Laetitia, c'est une lettre recommandée qu'ils lui envoient pour demander « on en est où sur l'héritage ?» Voilà, on en est où sur l'héritage? Ensuite, tout s'est enchaîné avec cette guerre de communiqués. Jean-Christophe Alquier, de tous les côtés. Les avocats se sont emparés de l'affaire et on a eu une succession de communiqués. Les enfants de Johnny, Laura et David, et puis les avocats de Laetitia. On a eu une première salve où... Oui. Laetitia a été totalement détruite par Laura, David, Sylvie Vartan, Nathalie Baye, qui ont expliqué que Johnny ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Et depuis une semaine, on voit le camp Laetitia qui réagit, qui explique les proches, donc Sébastien Farran, son manager, Pierre Billon, son meilleur ami, André Boudou, son ancien beau-père, raconte l'homme qu'il était, que oui, il a fait ça, mais que voilà, David et Laura étaient présents, qu'ils ne souhaitaient pas venir à certains anniversaires. Tout ça pour l'audience de cet après-midi. Voilà. Oui. En matière de communication. Ce qui est assez intéressant, c'est la façon dont la guerre de communication a commencé. Finalement, qui a donné le premier coup de canon dans cette guerre de communication, c'est Laura, avec une lettre adressée à son père, mort, mais qu'elle a en fait adressée au public via l'AFP. Oui. C'est assez étonnant. C'est-à-dire, elle a choisi tout de suite... Cette lettre a été rédigée par les avocats, quand Absolument, même. mais elle a choisi tout de suite, c'est ce que je veux souligner, elle a choisi tout de suite de mettre l'intimité de sa relation avec son père et l'intimité de toute la famille sur la place publique. C'était un choix. On aurait pu faire un communiqué de presse beaucoup plus carré, beaucoup plus juridique. Elle a choisi la fibre émotionnelle. On pouvait aussi ne pas le faire. On pouvait aussi ne pas le faire. Alors, mettre ça sur la place publique, c'était vraiment pour déstabiliser le clan d'en face et dire maintenant, il faut qu'on se parle. Tout à fait. Enfin, on se parle pas d'ailleurs, on se parle par avocat. On se parle par avocat. La justice aujourd'hui, donc, c'est la suite maintenant de cette querelle, dispute familiale. La justice va examiner la requête de Laura Smet et David Hallyday qui réclament le gel du patrimoine de Johnny et un droit de regard sur son album posthume. Alors on va commencer avec le patrimoine de Johnny. Ce patrimoine est évalué à combien, Benjamin Locoge? Est-ce qu'on a une idée? Non, on n'a pas d'idée claire, on ne connaît pas le montant. Certains parlaient de 100 millions, aujourd'hui on est plutôt autour de 30 millions. On sait que Johnny possède donc 3 maisons. Et on a découvert avant-hier dans la presse qu'il en possédait en fait 4. Il en a 2 à Los Angeles, une petite dont on ne sait pas exactement ce que c'est, qu'il a mis en location. Il a ses 4 propriétés et il a ses droits, donc ses droits d'auteur, même s'il a signé que très peu de chansons, ses droits d'interprète, voilà, qui rentrent dans ce trust où tout son patrimoine a été transféré en 2014. On parle de 500 000 à 700 000 euros par an de droits, dans la mesure où on se cale sur les moyennes de vente et les moyennes de diffusion des années précédentes. On peut imaginer que les années passant, ces droits diminuent si on n'entretient pas la flamme. Et au fond, c'est ça l'enjeu de cette bataille. C'est qui sera propriétaire, in fine, de cet actif immatériel qu'est le nom de Johnny Hallyday, la marque Johnny Hallyday. C'est ça la bataille de communication. Il y a le patrimoine... immobilier, et puis il y a ce patrimoine futur. Absolument. Et là, on est sur, on le sait, à travers des stars comme Claude François, qui continuent de ramener ou rapporter des revenus, même morts. Et bien, c'est ça l'enjeu de la bataille. C'est ça l'enjeu de la bataille. Ce qu'il faut préciser, c'est que le patrimoine immobilier est, si j'ai bien compris, à l'américaine aujourd'hui, c'est-à-dire contenu dans un trust. Absolument. C'est bien cela. Alors c'est à l'américaine, c'est tout à fait légal. Absolument. Tout à fait légal, Benjamin Locoge. C'est ce qui se fait en Californie, ce qui se fait aux États-Unis. La personne crée un trust. En l'occurrence, Johnny a créé 2 trusts. Un trust pour ses actifs
aux États-Unis et un trust pour ses actifs à l'étranger. Oui. Puisqu'il se considérait comme résident américain, tout ce qui était en France, il l'a mis dans son trust étranger. C'est un petit peu technique, mais donc il a fait ces 2 trusts et il a transféré, à sa mort, tous ses actifs ont été transférés dans ces 2 structures. Qui gère ces trusts aujourd'hui? Laetitia Hallyday. C'est Laetitia Hallyday qui gère ces trusts. Oui, alors en fait, en cas de décès, ce qui pose problème, c'est en cas de décès de Laetitia Hallyday, qui gère quoi? Oui. L'exécuteur testamentaire, jusqu'il y a quelques semaines, était son frère, Grégory Boudou. Oui. Et depuis que l'affaire a explosé, on a appris hier que c'était désormais une comptable de Los Angeles qui serait l'exécutrice testamentaire en cas de décès de Laetitia. C'est une conseillère fiscale comptable. Hein, oui, mais ça, c'est totalement logique aux États-Unis. Et je crois savoir que ces biens sont gérés par Bank of America. Le trust, en fait, est adossé à une banque, et cette banque, c'est Bank of America. Qui est une grande banque américaine. L'une des plus grosses banques américaines. Voilà, qui veille. Ce qui est totalement classique. Le problème pour logique. Laetitia, c'est qu'il faut bien qu'elle vive. Le trust règle ce problème-là. Voilà, donc elle demande de l'autorisation, j'imagine, à cette conseillère fiscale pour pouvoir avoir de l'argent pour vivre. Voilà. Absolument. Et donc Johnny a fait en sorte dans ce trust que le train de vie de sa femme et de ses filles soit assuré jusqu'à la mort de son épouse, Laetitia, et jusqu'au moins au 40e anniversaire de chacune de ses 2 petites filles. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, non? Oui, ce trust a fait l'objet d'ailleurs de pas mal d'investigations, puisque Libération a obtenu hier les statuts du trust, comme par magie, j'allais dire. Oui. J'imagine mal qu'il y ait eu 10 journalistes qui aient travaillé sur le sujet pour retrouver les statuts du trust. Donc on peut imaginer que c'est le clan Laetitia qui a donné les éléments de trust pour prouver, ou l'inverse, pour prouver d'une certaine manière, dans un cas qu'il n'y avait pas de nom associé au trust, c'est ce que Libération a constaté, ou pour les autres, qu'effectivement ce trust existait bien. Alors aujourd'hui, devant la justice, le conseil de Laetitia, maître Ardavan Amir-Aslani, va produire une copie traduite en français du dernier testament du rocker. C'est ce que demandaient, je crois, les enfants. C'est ce que la justice demandait. C'est ce que la justice demandait. Les pièces doivent être... Le juge demandait, oui. Le juge demandait, oui. C'est pour ça qu'il avait d'ailleurs reporté C'est l'une des raisons pour lesquelles les juges, ces 3 femmes, ont reporté la première audience. La première audience, oui. Donc, on va connaître le dernier testament du rocker. Oui, on le connaît déjà. On sait que il dit qu'il lègue, que David et Laura ont déjà eu, selon lui, qu'il leur a suffisamment donné, ce qui va être expliqué à l'audience par l'avocat de Laetitia. Il utilise aussi comme argument le fait qu'il leur a légué un nom, que Johnny pensait que David et Laura étaient à l'abri, que David a fait carrière, qu'il a 50 ans, que Laura a fait carrière, qu'elle a une mère, qu'il l'aide aussi. Donc, il a estimé que ces 2 aînés n'étaient pas dans le risque, n'étaient pas dans un besoin après son décès. C'est une décision rude parce qu'il ne leur a pas dit. C'est une décision compliquée parce que, comme d'habitude, il l'a fait à sa manière. Alors, à sa manière, c'est intéressant ce que vous dites, Benjamin Locoche, parce que j'ai l'impression, dans toute cette affaire, qu'on oublie la personnalité de Johnny Hallyday. Mais c'est lui qui décidait, Johnny Hallyday. Personne d'autre ne décidait à sa place. Le clan Laura et David ont instillé l'idée, et c'est une des finalités du plan de communication, que ça aurait pu lui être soufflé et que qu'il était dirigé par Laetitia. Ce qui s'appelle en termes juridiques un possible abus de faiblesse. C'est au fond ce que Laura et David ont essayé d'installer peu à peu avec pour quelqu'un qui était sur scène le 5 juillet 2017, 4 mois avant sa mort. Oui, c'est un peu difficile. Je ne suis pas du côté du clan de Laura et David. Je suis juste en train d'expliquer que leur stratégie a consisté avec leurs avocats à instiller l'idée que Laetitia aurait pu, dans les derniers jours, obtenir un certain nombre de faveurs testamentaires la mettant à l'abri. Le trust, comme le testament, était rédigé en 2014. Donc à l'époque où Johnny allait très bien, il n'était pas malade. Et effectivement, comme vous disiez Jean-Jacques, Johnny n'en a toujours fait qu'à sa tête. Imaginez une seule seconde que Laetitia allait lui prendre le stylo, lui dire « pourrais-tu faire ?» Non, il a fait... Et d'ailleurs, c'est ce que l'avocat Laetitia expliquait dans Match la semaine dernière, c'est qu'il a fait ça seul avec Johnny. Il n'y avait pas Laetitia dans la pièce pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Johnny, il ne suffit pas à démontrer que Laetitia n'a pas eu d'influence, mais bon. Mais c'est ce que dit le père de Laetitia. Absolument. Le père de Laetitia, qui est d'ailleurs assez sévère avec Johnny. Hein. Il est même, je trouve que ça lui rend pas. Ça lui rend pas hommage. Franchement, chaque fois qu'il a coopéré avec Johnny, il y a eu des problèmes. Oui, d'accord. Le père de Laetitia dit quand ma fille a rencontré Johnny, il était drogué, il était sous, c'était une épave, en quelque sorte, et grâce à elle,
et tout à coup renaissance. Oui. Ouais, moi je veux bien, mais enfin n'exagérons rien non plus. Il était c'est très fâché, malade. non? Il était fâché avec Johnny. Ils étaient plus très copains. Oui, ils étaient Monsieur pas, Boudou. Monsieur Boudou et Monsieur Johnny n'étaient pas en très bons termes. Oui. Mais il y a une part de vrai, effectivement. Laetitia a apporté à Johnny une famille. Oui. Ça, c'est la chose importante. C'est que dans sa vie, il n'avait jamais connu ça. Et il s'est retrouvé père de 2 petites filles tardivement, à plus de 60 ans. Et là, il a découvert une vie de famille, il a découvert une vie tranquille qu'il n'avait jamais menée. Et c'est Laetitia qui lui a apporté cette stabilité, parce que c'était pas non plus... Il menait quand même une vie très rock'n'roll, mais il n'avait jamais connu ça. Alors après, le père Boudou, oui, il s'exprime de manière un petit peu véhémente, il le fait, c'est pas très chic. Moi, mais je trouve pas ça très élégant, mais enfin bon, chacun a dit et fait ce qu'il veut. Hein, on est bien d'accord. L'album posthume. Oui. Alors, est-ce un album posthume ou pas? Non. Parce que je lisais. Alors non. Alors je lisais Sébastien Farran, qui est le producteur. Le manager. Le manager de Johnny, qui dit Johnny a écouté une version pas encore mixée. On a demandé à son guitariste de poser quelques guitares après 2 ou 3 arrangements avec d'autres pointures américaines. C'est ce que Johnny voulait. Donc cet album était presque abouti. Avant que Johnny ne meure. L'album, Johnny l'a enregistré, il a terminé 10 titres, il aurait souhaité en faire 12, il n'a pas pu faire les deux derniers, mais oui, dans la tête de Johnny, les 10 titres sont bons, il n'y a pas de... Les 10 titres sont bons, alors... C'est un album enregistré de son vivant, c'est pas un album posthume. Oui, un album posthume, c'est ah bah tiens, on a trouvé ressort des bandes, on dit album posthume, mais c'est à tort. Non, c'est à tort, et la bataille, effectivement, encore une fois, sur la question de cet album posthume, c'est... Qui aura à la fin la direction artistique, qui aura la propriété des productions, qui aura le suivi artistique de l'œuvre de Johnny? Elle porte sur cet album-là, mais l'enjeu, c'est le futur. Johnny a été très clair, c'est Laetitia qui sera amenée à gérer ça. Ce que conteste David, étant lui-même musicien, il considère qu'il devrait et il pourrait avoir un regard artistique sur cet album. Alors je voudrais préciser qu'une partie de l'album a été enregistrée à Los Angeles, une autre à Paris. Une session de cordes était prévue avec Johnny à Londres. Max c'est qui Max? Max c'est Maxime Nucci. Voilà, qui est le producteur du disque. Il a respecté l'ensemble des volontés artistiques de Johnny. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, en fait. C'est ce que dit Sébastien Farran. Au mois de septembre, Johnny et Maxime ont travaillé une semaine à Paris dans un studio pour faire les dernières voix, pour écouter les titres finis. Et Johnny a dit bon bah là j'aimerais que ce soit qu'il y ait une partie de guitare en plus. Là faut que ça sonne plus rock. Là faut que ce soit plus doux. Et l'album a été mixé par le voisin de Johnny à Los Angeles, qui est quand même une pointure. Si je puis dire, il a fait les plus grands disques du monde. Bruce Springsteen, David Bowie, les Rolling Stones. Enfin bon, c'est... Oui, Johnny très haut niveau. Johnny travaillait toujours avec des pointures, que ce soit les musiciens ou les producteurs sur cette partie de sa carrière. Donc l'album sera un album parfait, techniquement, artistiquement, etc. Non, mais surtout sur ce disque, il faut qu'il existe pour la simple et bonne raison que Johnny l'a conçu comme son dernier album. Pour ses fans, c'est son au revoir, c'est son adieu. Il y a des choses. Jamais un plan marketing aussi fort n'aura été fait autour d'un album. Oui, ça c'est sûr. Ça, on peut s'attendre à ce qu'il soit vendu. Cet album, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Et pour les fans, bien sûr. Pour les fans, il devrait sortir en juin, je crois. C'est ce qui est ça va être compliqué parce qu'il faut le 15 juin, c'est son anniversaire. Enfin, c'était la date de. Comptez pas sur Laetitia pour que l'album sorte le 15 juin. Ah bon? Non, elle n'est pas spécialement fan des dates en ce moment. Oui. Donc voilà. Et en plus, il faut au moins 2 mois pour quand même presser ce disque. La pochette n'est pas réalisée. Donc si cet après-midi. On presse plus beaucoup les disques. Oui, mais pour. Oui. Non, c'est vrai. Si, le retour du vinyle. Vous oubliez le retour du vinyle. D'accord. Non, mais il y a des délais incompressibles et est-ce que l'opinion est prête à écouter ce disque? Ce qui est amusant, c'est que jamais il y aura eu un teaser comme ça sur un album d'un artiste français. Tout le monde va l'attendre, tout le monde va l'écouter, tout le monde va le scruter, et même la sortie de l'album fera, à mon avis, l'objet d'un débat et d'une polémique entre ceux qui considéreront que c'est du Johnny et ceux qui considéreront que cet album ne respecte pas ses volontés artistiques. Mais je voudrais, parce qu'au-delà de toute cette querelle familiale qui peut arriver dans beaucoup de familles, françaises ou pas, Johnny n'avait qu'une envie, c'est que toute sa famille soit réunie. Probablement. J'ai l'impression qu'on oublie totalement, mais alors
totalement ce que souhaitait Johnny dans toutes ces querelles. Oui, il savait quand même que ça serait compliqué. Il y a cette fameuse... Donc il a une part de responsabilité. Oui, il a eu cette phrase qui est pas très élégante. Il a dit: je sais qu'après ma disparition, Laetitia se prendra des sacs de merde ou des tombereaux de merde. Je sais plus comment est-ce qu'il a dit, mais enfin, il avait conscience que ce serait compliqué parce qu'il savait qu'il avait fait des choix qui sont difficiles à entendre pour Laura et pour David. Quand votre père vous dit en fait vous n'aurez rien parce que vous avez déjà eu et voilà, c'est la violence de ce choc-là. Et c'est pour ça que tant de gens suivent cette affaire. C'est que on a tous connu ça. Jean-Jacques, vous vous souvenez ce que disait Orson Welles? Il n'y a pas de business, il n'y a aucun business qui ressemble au show business. C'est bien le mélange entre la partie business, économique et financière et la vie privée qui crée ce type de situation. C'est-à-dire que Johnny Hallyday savait que toute sa vie privée était scrutée, suivie, etc. Et que ce conflit aujourd'hui, sur la place publique, n'est que finalement la suite logique d'une carrière et d'une vie d'artiste. Je vais quand même, moi je me mets à la place des fans de Johnny, ou même de ceux qui ne sont pas fans de Johnny, mais qui sont intrigués, intéressés, qui ont regardé les obsèques de Johnny. Jusqu'à l'inhumation à Saint-Barth, c'était l'entente cordiale dans la famille, apparemment. On s'embrassait, on était bras dessus, bras dessous. Jusqu'à Saint-Barth, c'était Sainte Laetitia. Les fans aimaient Laetitia parce qu'elle venait les saluer avant les concerts, parce qu'elle a vachement joué le jeu. Mais est-ce que dans l'intimité de la famille, David et Laura fréquentaient Marne-la-Coquette? Est-ce qu'ils allaient souvent chez Johnny à Los Angeles? Est-ce que Laura venait au moins une fois par an en vacances, elle restait 10-15 jours. David venait peu parce qu'il a sa vie de famille, mais voilà, c'est la vie de Johnny, c'était Laetitia et les deux filles. Voilà, c'est qu'on le veuille ou non. C'est très dur. C'était sa vie ces dernières années. C'était sa vie visiblement ces dernières années. Donc effectivement, on est aujourd'hui là sur un autre sujet que sa vie familiale. Ce qui a été très violent, c'est le communiqué de Nathalie Baye qui disait « Je voyais un Johnny triste ». Laura qui dit qu'elle ne pouvait pas parler avec son père, qu'il fallait faire ça en douce, mais comme dans toutes les familles recomposées, voilà, il y a un moment, il y a une nouvelle femme, il y a des nouveaux enfants, et Johnny s'est plié à ça. Il n'a pas cherché à faire plus auprès de Laura, il n'a pas cherché à faire plus auprès de David. Il n'est jamais parti seul en vacances avec l'un de ses deux aînés. C'est une des figures classiques aussi de l'histoire du rock. Souvenez-vous, Yoko Ono, John Lennon. Quand Yoko Ono est entré dans la vie de John Lennon, les fans l'ont rejeté. Souvenez-vous, Courtney Love et Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, on a considéré que Courtney Love était celle qui donnait la drogue à Kurt Cobain et qui l'a poussé au suicide. Bon, la justice va trancher. Alors, droit californien, droit français. Résident français. Cet après-midi. Nous verrons bien ce que dit la justice cet après-midi. Merci messieurs d'être venus nous parler de Johnny. Il est 8h54. Vous êtes sur RMC et sur BFM TV.